camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille, camarades mille. Mbombo bengan kanji bengan pim, mbombo ndokoma. Camarades, président section UPC. J'étais ici le 14 janvier dernier pour te rendre hommage relativement à ce que tu avais dit. Comme il est de tradition ici, je dépose mes paix et ce jupe pour vous dire que je ne suis pas venu te déranger. Je suis venu dans le sillage que tu as défini pour rester dans la paix et éduquer les masses camerounaises. Camarade, c'est toi qui as choisi de t'engager dans la lutte pour ce pays. Quand tu es arrivé au Cameroun en 1961, voici ce que tu as recommandé toi-même. Tu as dit, je cite, « Toute organisation militaire ou paramilitaire qui continuera à se couvrir du manteau de l'UPC et armée pour combattre les actes et exactions seront considérés comme servant la contre-révolution. Pour mater, pour discipliner certains de nos compatriotes qui s'est lancé dans des exactions, des assassinats, tu avais tenu ce langage pour dire non aux assassinats. Parce que vous l'avez déjà défini depuis la création du CNO, Comité national d'organisation en 1957, qui a continué avec le SNDC et le FLNK. Tu avais prononcé ce discours au cours d'un rassemblement que tu avais voulu éducatif. C'était le 15 septembre 1961, lors de la réunion de la réorganisation du maquis. Tu as réitéré en 1962 que après la réunification, soi-disant, dès le 20 mai 1962, tu avais dit ceci. Citoyens libres ou esclaves, tu avais énoncé les orientations que tu nous as confié de suivre jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit ceci. S'il est déjà très grave d'avoir des esclaves, il n'y a plus rien de plus grave que d'avoir des esclaves et les appeler citoyens. À quelques mots près, en ces termes qu'un philosophe étranger dénonçait il y a 2 ans à l'époque, l'hypocrisie manifeste des régimes d'oppression de matière à conception de la liberté des peuples. Tu avais dit, camarade, que le Cameroun indépendant que tu avais mis entre guillemets continue dès lors à être dirigé de l'extérieur, cette fois par l'intermédiaire d'une poignée de gouvernants autochtones vendus corps et âme aux puissances coloniales à qui ils doivent provisoirement imposer à la tête de notre pays. Oui, tu avais cité les noms. Tu avais dit les Aïdjo, Aruna, Asale et autres Foncha, que l'ironie du sort maintient encore à la direction des affaires nationales, sont des hommes préposés à la liberté, mais qui ont malheureusement, par un plat de lentilles, renoncé à cette liberté et prêté serment de servir loyalement jusqu'à la mort l'impérialisme international dirigé par les États-Unis. Tu avais dit que malgré tout cela, camarades, il y a les lieux d'espoir qui demeurent. Ce 20 mars 1962, tu concluais ton discours en ces termes. Les chances de succès pour que les forces patriotiques gagnent le combat demeurent toujours grandes pour le peuple camerounais. Mais aussi longtemps que nous ne saurons réaliser l'unité, nous ne saurons pas tirer le maximum de profit des chances qui nous sont offertes. Mes camarades, tu avais insisté en disant la gravité de la situation, même que l'amour que nous portons tous de notre pays et son peuple commande que tous les enfants camerounais se donnent la main et se serrent les rangs pour porter le coup décisif au régime néocolonial agonisant.
Oui, c'était Soumaki à Tonga, le 20 mars 1962. Mais lorsque tu te fus livré toi-même parce que tu avais analysé la situation en août 1970, au cours d'un procès que tu avais jugé inopportun, de parodie de justice, et qu'on vienne t'assassiner ici même le 15 janvier 1961, tu avais dit qu'on ne devrait pas te bander les yeux. Tu devrais donc affronter la réalité en face. Et surtout, et ceux qui avaient la charge de tirer sur toi, et les jeunes écoliers qu'on avait amenés, soi-disant, pour les désorienter de la lutte noble que tu menais, tu avais dit ceci: la vérité voyage sans passeport. Dans 20 ans, les mêmes choses se reproduiront. Tu as dit, le sang des martyrs qui est versé sur le sol camerounais constituera une sémence pour le patriotisme. Et tu avais terminé, avant de donner toi-même le coup d'exécution des balles qui allaient tomber sur toi, tu as dit, allez dire à ma femme et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Oui, camarade, tu n'as pas trahi. Parce que vous nous avez appris, toi et tes camarades Oumniobe, Félix Roland Moumni et King et Abel, que la lutte que vous meniez avait en son sein des démagogues, des opportunistes, et tout ça. Et vous avez dit qu'il y aurait d'ailleurs les dikokons, les fingons, c'est-à-dire des traîtres, mais qu'on ne devrait pas perdre de vue l'orientation finale qui est la survie de notre peuple, la souveraineté du peuple camerounais et des peuples noirs. Oui, ta femme et tes enfants ont compris le message que tu as envoyé, que tu n'as pas trahi. Oui, le sang que tu as versé en disant a créé, a fait naître d'autres patriotes qui vont continuer ton combat. Sous la bannière UPC, mais également ailleurs, parce que vous aviez dit que l'UPC est l'âme immortelle du peuple. C'est d'ailleurs à cette raison que vous avez créé le One Cameroun en 1956 pour continuer le combat. Donc le combat peut se faire au sein du mouvement que tu as laissé, au sein des autres forces patriotiques que tu as laissées. C'est ce combat. Mais pour le cas aujourd'hui, je te demande de pardonner, camarades, de pardonner ceux qui, au travers des lentilles que tu dénonçais, que Aïdjo, les Mouna, les autres avaient pris, il y en a qui continuent. Et ces démagogues, ils sont encore dans nos rangs. Il y en a qui n'ont pas l'oukrétidance de venir t'insulter en public. Pardonne-leur. Pardonne-leur, camarade Émile. Il faut leur pardonner. Parce que l'indépendance que tu as voulu, c'était également pour ces compatriotes-là. Pardonne-leur. C'est pour ça que je te demande de les pardonner. Et n'arrête pas. Comme il est coutume dans notre histoire, et tu es de la région qui t'a mené, j'ai lancé ici, camarade, que le site, et tous, vous en étiez, vos enfants qui vous ont donné le combat, ce que votre sang de nationalistes a engendré comme patriotes aujourd'hui, que vous les encadriez, à mener le digne combat que vous avez commencé, auquel vous avez posé les bases de munitions. Et tout le monde, Maintenant, camarades, au moment où on se sépare, je te dis, tu as dit la paix. Depuis, vous avez dit que vous vouliez les citoyens libres. Vous voulez les citoyens libres. C'est pour cette raison qu'il y a Macha de Mbombok et de celui qui a pris l'engagement de continuer ce combat avec d'autres, sous d'autres formes, comme tu l'avais indiqué. Je vous laisse ça pour que la paix que vous avez laissée règne.
camarades, merci. Et nous avons une mission. Camarades, que le noble combat pour la dignité des peuples camerounais, le peuple africain, que tu nous donnes le courage, la sagesse et l'intelligence et tous les moyens pour gagner cette lutte héroïque que tu as menée. Je demande encore de pardonner ces gens, de les pardonner, parce que le combat c'était également pour eux, les traîtres, les démagogues et tout. Merci, camarades. Voilà donc un signe, tu vois, la pluie tombe. Camarades, merci. Vice-président de l'Union des populations camerounaises, pouvez-vous nous refaire la chronologie du crime qui a eu pour victime M. Félix Moumié, mort à Genève le 3 novembre? Oui, le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Mission qu'il avait effectivement effectuée, puisqu'il devait déjà, à partir du 8 octobre, rentrer à Accra s'il avait pu trouver une place dans un avion. Malheureusement, grâce à un malheureux concours de circonstances, il n'y a pas été possible de trouver cette place. Il a donc dû remettre son voyage à plus tard, c'est-à-dire au 16 octobre. Mais entre-temps, à la suite de multiples contacts qu'il a eus, il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de mots qui devaient se révéler à la suite, comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Cet empoisonnement a été perpétré dans quelles circonstances? Le savez-vous? Ça, je dois vous avouer que pour le moment, je ne sais dans quelles circonstances il a été empoisonné au thallium, puisque c'est le nom qui a été retenu. Oui, la presse a parlé en particulier d'un repas au cours duquel, après lequel Félix Moumié a commencé à ressentir des douleurs. Pensez-vous que cette version soit exacte? Comme vous, moi j'ai aussi lu dans la presse beaucoup de choses sur ce fameux repas du 13 octobre. Mais vous n'en savez pas davantage? Mais je ne suis pas plus avancé que vous. C'est cela. Bon, je crois qu'il importerait de situer pour nos téléspectateurs le rôle de l'UPC, c'est-à-dire l'Union des populations camerounaises. Voulez-vous le faire, s'il vous plaît? Voyez-vous, les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Oui. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. C'est cela. Oui. Donc, à la tête de l'UPC, M. Félix Moumié, mort aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous me dire depuis quand M. Félix Moumié était à la tête de l'UPC? Et je dois vous dire que M. Félix Moumié appartient à l'UPC dès sa création. Dès sa création. Et c'est à partir du mois d'avril 1949 qu'il était élu au premier congrès de notre parti, vice-président, poste qui devait passer de la vice-présidence à celui de présidence depuis le 30 septembre 1952 à l'issue du deuxième congrès. Et il meurt après s'être acquitté honorablement de ses responsabilités en tant que président de notre parti. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais passer à Mme Moumié, qui est devant nous maintenant, et lui demander si elle était au courant de toutes les activités politiques de son mari. Évidemment, non seulement que M. Moumié était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte, parce que moi-même je suis militant de ce parti. Où était votre domicile en ce moment, Madame Moumié? À Conakry. C'est-à-dire en Guinée? En Guinée. Pour quelles raisons habitiez-vous la Guinée et non pas le Cameroun? Pour des raisons qui touchent à un exil politique, peut-être? En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique, après la dissolution de notre parti.
ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile. Il s'agit donc de la Guinée de M. Sékou Touré, c'est bien cela? Oui. Avez-vous de la famille, Madame Moumié? J'ai une fille de 10 ans. Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances? Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Est-ce que vous en avez été étonné vous-même? Aviez-vous le sentiment qu'une menace pesait sur lui? Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. C'est cela, oui. Et maintenant, vous avez appris sa mort, ou du moins, vous avez appris qu'il était dans le coma, je pense, quelques heures avant de mourir, sauf erreur. Justement, la radio Brazzaville a donné 2 émissions. Premièrement, elle a annoncé que mon mari était assez gravement malade. Deuxièmement, la radio a annoncé qu'il était en coma. Quand j'ai appris la nouvelle, le lendemain, j'ai pris l'avion. J'ai fait 2 jours en route, passant par Accra. Je suis arrivée ici mercredi, vers 1h30. Je suis allée à l'hôpital. Évidemment, je l'ai trouvé en agonie. C'était dans la même soirée qu'il est mort. Est-ce qu'il vous a reconnu encore? Il ne pouvait pas parler, il était en agonie. Mais est-ce qu'il avait gardé sa lucidité? Non, il ne vous a pas reconnu, pas du tout. Il était en agonie, les yeux fermés, la bouche fermée. Il ne bougeait pas. Il était paralysé. toujours dans ce poumon d'acier. Comment, oui. Oui, où il avait passé plusieurs jours, sauf erreur, c'est cela. Bon, je voulais vous demander, madame, vous m'excuserez de prolonger, mais cette affaire est d'une telle importance que nous devons franchir certaines limites tout de même. On pense généralement, depuis que votre mari est mort, que lui seul n'était pas visé et que d'autres personnes le sont probablement aussi. Avez-vous le sentiment qu'une menace pèse sur vous? Oh, ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou leurs agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Vous êtes, vous, monsieur Wandié, du même avis que madame Moumié? Je suis parfaitement de son avis, parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon, hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace? Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je dois vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumié? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Et vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment? En tout cas, pour le moment, je crois que... Il était question de Main Rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au 2e bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la Main Rouge ait effectivement fait quelque action de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je me suis trouvé avec le président de notre parti, qui, lui, devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la Main Rouge. Bien.
Vous me parlez de Main Rouge. Estimez-vous que cette organisation a des complices? Et pourrait-on voir un complice de cette organisation contre-terroriste dans la personne de cette demoiselle X dont on a beaucoup parlé ces temps-ci? Voyez-vous, je pense que l'organisation de la Main Rouge est si spécialisée dans les crimes qu'elle peut utiliser certains moyens de diversion pour éloigner ceux qui mènent l'enquête de véritables pistes. Aussi, nous pensons qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce que nous estimons être des questions secondaires. Madame Moumié, je reviens à vous maintenant pour évoquer à nouveau et tâcher d'aller plus loin dans cette question de menace dont nous parlions tout à l'heure. On a dit aujourd'hui que vous aviez découvert une cartouche à proximité de votre lit dans la chambre d'hôtel que vous occupez à Genève. Est-ce que c'est exact? Évidemment, le matin, je devais me lever pour aller prendre mon déjeuner. J'étais encore couché sur mon lit. Il y a un de mes compatriotes qui a trouvé une cartouche au bas de mon lit. Moi-même, je ne savais pas de quoi que c'était. Évidemment, notre devoir était d'alerter la police. Ce n'est pas même parce qu'on a peur, mais normalement, la police devrait prendre connaissance. C'est pourquoi j'ai appelé la police. Ils ont fait venir un spécialiste qui a pris la cartouche. Jusqu'ici, moi-même, je ne sais pas de quoi c'était. Quelle forme avait cette cartouche? Était-elle d'un calibre ordinaire? Je ne sais pas. Je n'ai pas touché. Le savez-vous, monsieur Wandier? Justement, j'ai vu. Si vous voulez, c'était réellement cela. L'objet avait la forme d'une cartouche, avec un bout malheureusement qui avait plutôt la couleur d'un objet différent. Ce n'était donc pas une cartouche unie, si vous voulez. Oui. Oui, oui. Mais avez-vous le sentiment que c'était un projectile à mettre dans un instrument à percussion, c'est-à-dire un fusil, un revolver? Oui, oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous ne souffrons pas de l'espionnite. Oui. Mais qu'au même moment, comme révolutionnaires, nous sommes vigilants. Bien sûr, oui. Oui, c'est dans ce cadre qu'on a alerté la police, mais nous ne nous laissons pas moralement ébranler. Oui, bien sûr, mais revenons à la cartouche. La cartouche ne se trouvait pas là par hasard, j'imagine. Oui, il appartient à la police de mener l'enquête pour savoir comment cet objet... Oui, il y a enquête, effectivement. Mais avant de parler de l'enquête, si nous pouvons en parler, pensez-vous que vous ayez besoin d'une protection? Nous n'avons pas besoin d'une protection spéciale. Qu'entendez-vous par protection spéciale? Parce que il nous a été proposé hier une protection spéciale. Il nous a été proposé une protection spéciale. C'est-à-dire par agent civil? Oui, agent civil qui devrait venir et rester devant notre chambre jour et nuit. On vous l'a offert? Oui, on nous l'a offert hier, nous l'avons décliné parce que nous estimons que notre passage en Suisse ne doit pas imposer des heures supplémentaires aux agents de la police, dès lors que, comme tous les autres citoyens, nous bénéficions déjà de la protection générale. Mais je veux bien, mais ce qui vient de se passer avec votre président, M. Félix Moumié, pourrait vous arriver aussi. Ne parlons pas de malheur, mais j'imagine que vous n'êtes tout de même pas des citoyens ordinaires. Et oui. À ce titre-là, on peut un peu s'étonner que vous décliniez la protection de la police quand elle vous est offerte. En tout cas, nous préférons que la police nous protège à distance. C'est cela, avec un peu de discrétion. Oui, c'est ça. Maintenant, estimez-vous qu'il soit possible que l'enquête fasse la preuve exacte des responsabilités dans le crime dont nous avons parlé? Tout dépend de la manière dont cette enquête sera conduite. Vous voulez dire par là qu'il pourrait y avoir certaines interférences d'ordre politique, j'imagine? Ce sont là nos craintes. Ce sont vos craintes? Oui. Et encore une fois, pouvez-vous désigner la nature de ces craintes et ce qui vous les inspire un peu? Ah, vous savez, ce n'est pas le premier crime de ce genre qui a été commis. Mais enfin, qui pensez-vous qu'intéresse la conduite de cette enquête dans l'impasse? Bon, le gouvernement français a intérêt à ce que le silence le plus complet soit fait autour de cette affaire. Oui, mais enfin, crime il y a. Il me semble qu'on doit quand même établir des responsabilités. Parfaitement. Et c'est pourquoi nous disons que ceux qui sont chargés de l'enquête
devrait se placer au-dessus des considérations politiques et partisanes. Mais justement, mais vous parlez du gouvernement français comme s'il était à Genève, le gouvernement français. Vous êtes en Suisse, monsieur Wandié. Oui, je comprends parfaitement, mais vous n'oubliez pas qu'il y a les relations d'État à État. Ah bon? Oui, oui. Bon, ceci est un terrain assez particulier sur lequel nous n'avons pas à nous aventurer. C'est ça. Je crois qu'il serait peut-être utile maintenant de vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous préciser le sens de la mission que M. Félix Moumié venait effectuer en Suisse? M. Moumié Félix venait effectuer en Suisse une mission politique. De quelle nature? Eh bien, une mission politique de propagande et d'information auprès de l'opinion publique de Suisse, parce qu'à un moment donné, nous avons cru qu'on pouvait donner un certain contenu à la neutralité dont se réclamaient les autorités helvétiques. Et vous dites bien que vous y aviez cru, et aujourd'hui? Ah, je ne dis pas que... En tout cas, nous y avons cru. Je préfère m'en tenir là. Bien. Que va devenir maintenant l'UPC, maintenant qu'elle est décapitée, que son chef a disparu? Vous savez, l'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. C'est-à-dire que la relève est là et que vous êtes un élément de cette relève vous-même. Oh oui, nous avons des cadres qui sont sur place. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que le président de l'UPC est mort le 3 novembre et Le Monde signale dans son numéro de 8 novembre que le 5 novembre, précisément dans la région de Mongo, l'armée de libération nationale camerounaise a procédé à des attaques qui ont coûté la mort à 5 personnes, n'est-ce pas? À des blancs? Blancs ou noirs. Oui, en guise de représailles. Tous ceux, pas en signe de représailles, dans le cadre de la poursuite du combat. C'est cela. Oui. Nous n'avons pas parlé d'un aspect très particulier de cette affaire, qui est devenu le corps de Félix Moumié. Est-ce qu'il est retourné au Cameroun, à Conakry, ou bien Félix Moumié est-il enterré à Genève? Nous nous occupons en ce moment de toutes les opérations qui doivent aboutir au transfert de ce corps en Afrique. Madame Moumié, je voudrais vous poser une question au sujet de la plainte que vous avez déposée. De quand date cette plainte? Depuis 2 jours. 2 jours. Et est-ce que c'est cette plainte qui a motivé l'enquête dont nous avons parlé? Ou l'enquête était-elle en cours auparavant déjà? Il paraît qu'avant notre arrivée, la police avait déjà ouvert l'enquête. C'est cela. En somme, maintenant, vous vous êtes constitué partie civile. Partie civile. Et votre avocat est, sauf erreur, Maître Vergès. Est-ce que la présence de Maître Vergès, l'arrivée de Maître Vergès dans cette affaire correspond à des relations politiques directes entre l'UPC et Maître Vergès, ou du moins à des affinités politiques? Monsieur Wandié. Nous n'avons pas attendu l'arrivée de Maître Vergès pour déposer la plainte. Mais nous avons cité Maître Vergès pour la bonne raison qu'il s'agit d'un avocat qui s'est acquis la sympathie de tous les peuples opprimés d'Afrique parce qu'il a toujours accepté de se porter au secours de ses patriotes en prison en Algérie, au Cameroun ou ailleurs. Nous avons donc estimé que dans une affaire d'une grande importance comme celle-ci, la place de Maître Vergès était tout indiquée. Ce qui fait que la suite judiciaire de l'affaire, la suite pénale de l'affaire, entraînerait un procès normalement. Où pensez-vous que ce procès ait lieu? C'est-à-dire au lieu du crime? Je crois que normalement, le procès doit avoir lieu au lieu du crime. Et vous pensez qu'il y aura procès? Je vous ai dit tout à l'heure que nous continuons à penser que les autorités helvétiques feront tout pour situer les responsabilités dans cette affaire, car je ne vous cache pas qu'en Afrique, l'opinion publique a les yeux tournés vers Genève. Oui. Oui. Certainement. Oui. Madame Moumié, pensez-vous rester encore à Genève pendant plusieurs temps? Plusieurs semaines, plusieurs jours? Pour quelques jours, quand j'aurai fini toutes les démarches. C'est cela. Pour l'instant, vous mes avocats, voilà, oui. Finir avec la police, avec l'hôpital, finir l'embaumement, acheminer tout.